Bonjour à tous. Hugues Nivet, je suis chef de département à la DG2E, aux côtés donc de Thierry Delmas. Je vais essayer dans cette introduction de ces 3 jours de vous donner l'esprit et le sens que l'on a voulu donner à ce premier séminaire. Vous avez pu le lire, on cherche à créer un réseau. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette logique de réseau et ce partenariat que l'on veut développer avec les différents acteurs du territoire. Et nous voulons vraiment initier une logique d'ambassadeur. Je sais que dans cette salle, vous êtes volontaire et partie prenante de cette éducation au développement durable. Force est de constater que dans nos établissements scolaires, ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans tous les cas, on n'y donne pas le même sens et on ne voit pas finalement l'intérêt majeur qu'il y a à prendre ce sujet ou cet objet pédagogique qu'est le développement durable pour en faire un véritable outil d'apprentissage qui peut traverser finalement toutes les disciplines et tous les âges. Donc c'est un petit peu l'idée qui traverse notre philosophie de ce premier séminaire, c'est commencer humblement à créer ce réseau d'acteurs, faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer en interdegré, de la maternelle jusqu'au lycée, pour, nous allons en parler après, comprendre ce qui se cache derrière la notion de parcours éducatif, dont on parle maintenant de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a dans cette logique de parcours éducatif? Et le parcours éducatif qui commence à l'âge de la scolarité obligatoire et qui termine en fin de scolarité obligatoire doit être pris en main par les acteurs du système éducatif que nous sommes, à tout prix. Alors, je suis rentré, pris un petit peu le format de l'entonnoir, du plus général au plus précis. Je vais essayer un petit peu de recadrer tout le sens du système éducatif qu'il y a derrière cette éducation au développement durable. Alors, première question, effectivement, éduquer pour quoi faire? Et moi, je retiens cette définition de la sociologue allemande Hannah Arendt. J'aime beaucoup cette définition parce que je pense qu'elle dit tout en quelques mots. Éduquer, finalement, c'est transmettre le monde. C'est une question de survie et de développement du genre humain, tout simplement, qui se joue par l'idée d'éduquer. Et cette transmission, évidemment, ne peut se faire qu'entre générations. C'est la transmission intergénérationnelle de ce que l'on sait et de ce que l'on connaît de notre propre expérience du monde et de l'humanité. C'est fondamental de retenir ça parce qu'on a trop souvent tendance à saucissonner la notion de savoir savant et d'éducation et de perdre le sens fondamental de ce que nous devons transmettre à nos enfants. Donc je pense que ça, c'est important de bien le resituer parce que toute l'approche que nous avons aujourd'hui dans la société mondiale du développement durable vient du fait que nous sommes de plus en plus conscients des dangers qui s'annoncent par l'expansion du genre humain, et puis tout simplement par la pénurie de ressources et ce que nous en faisons. Donc il est extrêmement important de se recentrer sur les contenus disciplinaires, finalement, et ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants. Alors l'objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif du stage, finalement, il est très simple, c'est développer un réseau d'acteurs favorisant les apprentissages des élèves. Je vais donc le réseau, ce sont les ressources professionnelles scolaires, évidemment, vous, a priori, les partenaires présents. Je pense aussi aux parents qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore prêt sur ce sujet à travailler directement avec eux, mais évidemment, quand on parle de transmission intergénérationnelle, les parents sont les premiers acteurs fondamentaux. Et Dieu sait que c'est difficile d'être parent. Ce sont les partenaires associatifs, on l'a dit, et les partenaires institutionnels. Les apprentissages, là, je pense aussi qu'il faut bien mettre des mots derrière, des définitions derrière ces mots. Quand on parle d'apprentissage, on parle des acquis scolaires. Qu'est-ce que l'élève doit acquérir à tout prix? Il y a une quinzaine d'années, il y a un rapport de l'inspection générale qui est sorti et qui a fait grand bruit en métropole sur justement la notion d'acquis scolaire. Parce que cette grande enquête nationale faisait ressortir que nous avions des programmes qui étaient tous plus savants les uns que les autres, tous plus ambitieux les uns que les autres,
mais qu'au final, les acquis des élèves étaient très, très réduits. L'idée, c'est qu'il ressortait que 15% des enfants d'une génération étaient considérés comme ayant acquis les programmes. Ce qui veut dire que 85% des élèves ne les avaient pas acquis. Et donc l'inspection générale d'alerter en disant c'est bien beau d'avoir des programmes, c'est bien beau d'avoir des jolis textes, d'avoir des belles ambitions, il n'empêche qu'au réel, dans la salle de classe, il ne se passe pas ce qui devrait se passer, c'est-à-dire l'acquisition des élèves. Donc il fallait s'interroger à la fois sur ce que l'on voulait transmettre aux enfants, et puis il fallait s'interroger aussi sur la mesure des acquisitions. Sommes-nous réellement capables, avec nos systèmes d'évaluation et de notation, capables d'évaluer, de mesurer ce que les élèves acquièrent? Ça a été une grande révolution de système, parce que finalement, c'est de là qu'est né le socle commun. Le socle commun, c'est ce contrat social qui dit « nous souhaitons que nos enfants, pendant l'âge de scolarité obligatoire, acquièrent ça, ça, ça et ça ». C'est notre contrat social, notre contrat avec la société. Donc cette notion d'acquis est absolument fondamentale et elle doit traverser tout le séminaire. Alors, effectivement, nous sommes dans un séminaire d'éducation au développement durable, ou plutôt d'établissement en démarche de développement durable. On va voir un petit peu la subtilité et le glissement qui va se faire au niveau de nos établissements. Alors, soyons très, très concis. Je prends cette définition de la Commission des Nations Unies. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. On voit bien cette notion de transmission intergénérationnelle qui refait jour dorénavant. Et puis aussi cette formule qui me paraît très importante, l'éducation au développement durable permet d'appréhender le monde contemporain dans sa complexité. On va revenir sur cette notion de complexité en prenant en compte des interactions entre différents champs, l'environnement, la société, l'économie, la culture. Ce qui est extrêmement intéressant par le développement durable, c'est qu'on se rend compte, quand on creuse un petit peu sur ce qui existe, c'est que ça peut être réellement un sujet ou un objet pédagogique extrêmement riche à explorer dans tous les domaines et toutes les disciplines. Alors, pardon, je vais peut-être un petit peu vite. Alors, quand on parle de complexité, moi je pense tout de suite à Edgar Morin, qui est quand même un des grands penseurs de notre société et qui nous amène à reconsidérer notre façon d'apprendre. Et là encore une fois, je trouve que cette formule, qui est très brève, porte beaucoup de sens. Nous transmettons à nos enfants ce dont ils ont besoin pour vivre. Donc nous leur apprenons à vivre dans un monde en perpétuelle évolution. Nous allons leur transmettre à l'instant T quelque chose pour leur permettre de prendre le relais, le bâton relais, pour ensuite, eux, faire ce qu'ils ont à faire durant leur vie et transmettre à leurs enfants. Et Edgar Morin dit la chose suivante, c'est que dans ce monde qui est devenu extrêmement complexe, la complexité, en fait, c'est le décloisonnement de tous les champs de savoir. Nous avons jusque-là, nous nous sommes développés par le savoir universitaire, approfondi, développé dans des champs bien précis. Nous sommes tous issus, d'ailleurs, d'une formation universitaire. Mais hors du champ de cette formation universitaire, nous avons quand même un certain nombre de lacunes, tous autant que nous sommes, et heureusement d'ailleurs. Edgar Morin, lui, considère qu'effectivement, ce qui se joue actuellement, ce n'est pas de nier ces savoirs disciplinaires, bien au contraire, mais c'est aujourd'hui de les relier, donc de donner du sens entre tous ces savoirs qui sont issus de nos apprentissages universitaires pour permettre à nos enfants de les intégrer et d'apprendre à vivre. Cela nous renvoie aussi à John Dewey, qui est un philosophe américain de la deuxième moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, qui a initié ce qu'on appelle le learning by doing, qui est une vraie révolution dans le système anglo-saxon et qui, donc pour le fait, porte toute une philosophie de l'éducation que nous avons, nous, pour le fait, relativement écartée. Le learning by doing, c'est apprendre par l'action, donc l'observation de ce qui existe réellement,
Et c'est apprendre dans l'action, dans le faire. Donc là, je pense que vous voyez que ce n'est pas tout à fait la philosophie de l'apprentissage à la française. John Dewey part du principe que, c'est son observation de philosophe et psychologue, c'est qu'il y a un désir inné d'apprendre. Et on est tous parents, je pense, dans cette salle. On a tous vu nos enfants nous dire, dans le petit âge, la jeunesse, dire « Mais papa, pourquoi et pourquoi et pourquoi ?» Et ça n'arrête pas des pourquoi sur des pourquoi et des pourquoi. Effectivement, il y a une découverte du monde très naïve, mais qui est la plus belle découverte. Et il y a véritablement un désir de comprendre, de découvrir et d'apprendre. Ça, c'est évident. Dewey part aussi du principe que si on veut réellement intéresser les élèves, il faut partir de leur centre d'intérêt. Il faut partir de leur vie quotidienne. Et que c'est en partant du quotidien, de l'observation du quotidien et de l'action dans le quotidien que l'on va pouvoir intéresser les élèves et à partir de là, sortir ce qu'il serait intéressant d'étudier au sens savant. Voilà, donc ça c'est une philosophie qui est en train de pénétrer notre système éducatif, mais auquel nous ne sommes pas ou peu habitués encore. Alors nous avons la chance d'avoir en Polynésie 2 champs fondamentaux dans lesquels on peut vraiment explorer ce learning by doing, c'est la culture et la nature. Je pense que, où que nous soyons en Polynésie, c'est vraiment 2 champs à investiguer très en profondeur, et il est possible de le faire en tout lieu. Donc nous souhaiterions, et c'est ce que nous essayons de développer au niveau du ministère et de la DG2E, c'est véritablement utiliser ces 2 champs pour développer les apprentissages de nos élèves. Alors, c'est là où nous arrivons à cette logique de partenariat. Ce n'est pas dans la classe que tout se vit. Nous avons des connaissances limitées. L'espace classe est en lui-même limité, donc il nous oblige à sortir pour aller au contact du réel, d'une part. Et puis, non seulement il faut aller au contact du réel, mais il faut exploiter au maximum les ressources de cet espace. C'est tout l'enjeu donc aujourd'hui du partenariat, que ce soit les partenariats des parents, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit les partenariats institutionnels ou associatifs. Voilà. Ceci dit, le learning by doing ou le apprendre par l'action ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Pas parce qu'on a décidé le matin de dire je vais leur faire une séance d'éveil, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Non, pas du tout. On est bien dans une logique d'apprentissage qui est cadrée, structurée. On y reviendra, c'est le socle commun, c'est les programmes de cycle et c'est les parcours éducatifs. Et tout ça doit nous amener à des acquis concrets, je l'ai dit tout à l'heure, et mesurés. Et là, ça va nous renvoyer au livret scolaire unique, qui est un outil d'information, de partage et d'information sur les apprentissages et les acquisitions des élèves. Alors, pourquoi et que veut dire un établissement en démarche de développement durable, le sigle E3D? C'est un glissement vers lequel nous allons aller pour l'année prochaine. C'est un mouvement qui est en cours en métropole et je pense que nous sommes en train d'initier des partenariats avec des acteurs en métropole pour cela. L'idée, c'est de faire de l'établissement un lieu de vie et d'apprentissage où la conception même du développement durable est intégrée dans tout ce que l'on fait. La question n'est pas de dire on fait de l'apprentissage au développement durable dans la classe. C'est on vit le développement durable dans un fonctionnement global d'établissement. Donc on interroge nos pratiques globales de fonctionnement d'établissement pour tendre vers cette philosophie, cette pratique du développement durable. C'est ça, l'idée d'établissement en démarche de développement durable. L'idée de démarche, ça veut dire que nous sommes vraiment dans un mouvement et il faut que nous amenions les établissements à prendre en charge cette philosophie de fonctionnement. Et c'est ainsi que le développement durable, finalement, c'est ni plus ni moins que apprendre à bien vivre ensemble dans notre espace et transmettre du mieux possible notre terre à nos enfants. Donc,
La question dans cette définition, c'est non seulement il s'agit de construire des réseaux humains, des réseaux de compétences et de connaissances, il s'agit aussi de construire des logiques dans et hors l'établissement. Ça aussi, on a tendance à toujours se replier sur son établissement, sa salle de classe. C'est toujours difficile d'aller vers l'extérieur parce que c'est compliqué. C'est toujours compliqué de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. Mais c'est assez fondamental. Et tout à l'heure, je disais qu'il faut qu'on s'attache au centre d'intérêt des élèves et à ce qu'ils vivent au quotidien. Ce n'est pas dans l'établissement qu'il se passe les choses, puisque finalement, c'est très artificiel, l'établissement scolaire. L'élève, il arrive avec son sac à dos le matin et avec ses problèmes dedans, hein, qu'on a tendance à oublier, et puis il repart le soir le plus vite possible, la plupart du temps. Donc c'est très artificiel, parce que justement, l'établissement n'est pas un lieu de vie en tant que tel. C'est un lieu artificiel et de contrainte. L'idée, c'est de construire des logiques de partenariat avec les communes, avec les partenaires, pour avoir ce continuum éducatif. C'est tisser ce lien avec l'extérieur pour faire que les élèves vont aussi trouver le soir, en dehors de l'école, des lieux d'apprentissage. L'aide aux devoirs, c'est toute cette logique qui est en jeu dans ce continuum éducatif. Et ça, c'est ce que nous recherchons à tout prix. Alors, quand on se pose sur la littérature sur le développement durable, hein, on voit trois aspects qui ressortent très sensiblement, qui sont considérés comme trois piliers. C'est les champs économiques, sociaux et écologiques du développement durable. Comment satisfaire nos besoins? Parce que ce n'est pas sexy de dire qu'il faut se priver. La question n'est pas de se priver, c'est de faire autrement. Donc, comment satisfaire nos besoins? Comment garantir cette solidarité entre nos sociétés? Nous sommes 7 milliards, on nous annonce 13 milliards, qui pourrait être un pic, mais on peut imaginer ce qui va se passer lorsqu'on va monter vers ces 13 milliards dans les 50 prochaines années. Donc, il y a bien une question de solidarité entre les sociétés à construire, cette conscience partagée. Et puis, évidemment, cet équilibre écologique reproductible, c'est-à-dire transmissible de génération en génération. Nous ne pouvons pas assécher notre terre pour donner une terre aride à nos enfants. Et bien entendu, ça nous renvoie à différents champs, domaines de compétences qui sont suggérés par les trois lignes en bleu tout à fait en bas, la dimension spatiale, temporelle, l'analyse scientifique et la citoyenneté, qui vous renvoient assez naturellement à des compétences du socle commun. Voilà, il y a ce petit, vous l'avez peut-être vu si vous êtes acteur en développement durable, enfin, dans tous les cas si vous lisez différents supports, ce schéma apparaît assez fréquemment. Alors, je vais, à partir de cette introduction, je vais essayer de bien nous resituer sur le territoire la façon dont on organise les apprentissages et la façon dont on va pouvoir faire du développement durable un objet pédagogique. Je vais aller assez rapidement, mais je voudrais quand même bien qu'on resitue les choses. Le territoire s'est doté d'une loi de pays qui évoque la charte de l'éducation. Le territoire a adopté des programmes adossés au socle commun de compétences et de culture. Le territoire a un contrat d'objectif territorial qui donne les outils de pilotage du système éducatif. Nous sommes tous acteurs du système éducatif polynésien. La base de travail, ce sont ces éléments. La charte de l'éducation, les programmes, le socle commun. Donc nous avons des contrats d'objectifs qui vont guider notre action collective. Je vous donne une petite définition des contrats d'objectifs. Donc c'est bien un contrat qui est passé pour 3 ans entre l'établissement, la circonscription et les tutelles, qui nous permet de bien définir à travers nos points forts, mais nos marges de progrès, et de se définir des objectifs très succincts, mais qui sont partagés. Vers quoi nous devons aller collectivement. Ça, c'est le contrat d'objectif. Lequel débouche sur, et là on voit qu'on va du macro vers le micro, débouche sur un projet d'école,
un projet d'établissement. On décline ces grandes lignes des attendus institutionnels, c'est la mise en musique dans l'établissement des axes de progrès attendus. Et tout ça, donc ça c'est une déclinaison opérationnelle hein, des axes du contrat d'objectif, lesquels vont se traduire ensuite, et c'est là où on arrive dans la classe, par un projet de classe ou un projet d'équipe pédagogique, lequel peut être traversé par de nouvelles instances de réflexion pédagogique comme le conseil école-collège, puisque nous avons un cycle commun CM1, CM2, 6e. Mais le tout a pour objectif de construire le parcours scolaire des élèves, adapté à ses besoins, ça c'est extrêmement important, et à ses talents, à ses capacités, à ses goûts, à ses centres d'intérêt. Que dit la Charte de l'éducation? Dans son article 1, pour bien vous montrer en quoi le pays est très attaché, très sensible à cette problématique de l'environnement et du développement durable, c'est que dès son article 1er, l'environnement et le développement durable est posé. Je vous le laisse lire si vous le souhaitez, c'est très bref. La notion de citoyenneté, d'identité culturelle, d'autonomie et de responsabilité est posée. La notion effectivement de partenariat et de tous les acteurs du système éducatif concourent à cette éducation. Je vais tout de suite à l'autre bout de la chaîne. Vous définissez, vous organisez un projet de classe, un projet d'équipe pédagogique dans le but de construire le parcours scolaire des élèves qui vous sont confiés. Le tout repose sur ce fameux socle commun de connaissances, de compétences et de culture. La définition, elle est tout à fait officielle, elle est très simple, hein, c'est ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Il rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de contrat social. Ça nous renvoie à Rousseau, mais c'est exactement ça. C'est notre engagement vis-à-vis de la société. Nous avons la responsabilité en tant que fonctionnaires du système éducatif de tout faire pour que l'ensemble des enfants qui nous sont confiés aient ces connaissances, ces compétences et ces valeurs qui leur permettent d'être des citoyens dignes de ce nom. Le tout est traduit dans des programmes aujourd'hui, programme disciplinaire, programme de cycle. Là aussi, grande révolution dans notre système éducatif, puisque vous avez des programmes qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus libres, et qui ont en plus la particularité d'être sur un cycle de 3 ans, donc qui donne beaucoup plus de latitude pour guider les élèves au fil de ces années, et ne pas imposer tel apprentissage, telle année, parce que finalement, l'élève n'est pas forcément prêt à vivre la même chose à chaque année. Ces programmes éducatifs intègrent cette notion nouvelle de parcours éducatif. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pris en main, parce que c'est lourd. Vous avez des nouveaux programmes, vous avez de nouvelles logiques de travail, donc c'est quelque chose qui va se digérer en quelques années. Je rappelle que la directrice de la DGESCO, qui était venue nous rendre visite l'an dernier, l'avait dit, il nous faudra du temps, il faudra qu'on se donne du temps. Donc voilà, vous œuvrez tous les jours pour vous approprier ces programmes et de nouvelles logiques de travail. Les parcours éducatifs traversent toute la littérature des réformes en cours. La définition est aussi, encore une fois, très simple. C'est l'ensemble de contenus cohérents et progressifs d'enseignement, non exclusivement disciplinaires, et de pratiques éducatives, scolaires et extrascolaires, au sein d'un même champ. Nous avons 4 parcours aujourd'hui qui sont référencés: parcours citoyenneté, parcours santé, parcours éducatif et artistique, et le parcours avenir, donc l'orientation, le projet personnel. Et ça nous renvoie, c'est la boucle, ça nous renvoie
nécessairement, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, si nous réfléchissons aujourd'hui au travers d'un socle commun, avec une nouvelle logique de programme par cycle, traversée par cette démarche de parcours éducatif à construire dans nos établissements, nous touchons forcément à la pédagogie de projet. D'où le fameux « learning by doing ». Nous y arrivons forcément. La pédagogie de projet, c'est celle qui part du concret, qui parle du réel, qui part des intérêts des élèves. C'est celle qui va rendre l'élève donc acteur, parce que l'élève est dans son réel, parce que ça fait sens dans sa vie, parce que ça va aboutir sur des réalisations, sur des choses concrètes qui vont pouvoir être expérimentées, parce que ça va permettre de toucher aussi à la coopération, au travail de groupe, au travail d'équipe, la solidarité, 5 minutes. Et que tout ça est basé sur une logique aussi d'implication des acteurs répondant à leurs capacités et à leurs besoins. Ça aussi, c'est extrêmement changeant. On part d'où sont les élèves et on les amène là où on peut. Là où on peut. Mais on ne se fait pas un devoir à tout prix toucher à du savoir savant dès lors que nos élèves sont déconnectés. Voilà. Et c'est là où aussi, je pense que c'est extrêmement important de l'entendre. Nos ministères nous disent, mais l'objectif n'est pas d'en faire tous des super savants au meilleur de ce que les programmes peuvent dire. Non, non, c'est nous prenons nos enfants là où ils sont et nous nous faisons un devoir de les faire progresser. Voilà. Le learning by doing, la pédagogie de projet, elle touche réellement à ce que les élèves savent faire. On part de cela, dans tous les cas. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, que dit le socle commun dans le domaine du développement durable? Je l'affiche, vous le lisez, c'est suffisant. Ce sont des extraits du socle commun, donc là on est sur le domaine 3. Le domaine 4, voilà aussi quelques extraits choisis pour vous dire à quel point il y a matière. Et le domaine 5, lui aussi, nous donne des pistes très intéressantes donc pour coller à nos logiques institutionnelles. Je conclus là-dessus. En quoi la démarche partenariale doit évoluer? Parce que je pense que certains vont se dire, oui, mais il y a déjà longtemps que moi j'ai des partenaires, que je travaille avec des partenaires et que je fais des choses avec des partenaires. Certes. Nous sommes en train de faire bouger les lignes dans toutes les relations que nous avons avec les partenaires, dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité routière, que ce soit le travail que l'on mène avec la gendarmerie. Et donc le développement durable n'échappera pas à cette nouvelle approche. Nous ne souhaitons pas que les partenaires, je vais prendre une métaphore routière. Il n'est pas question de donner les clés du camion à nos partenaires. La légitimité, la responsabilité nous incombe de filer l'ensemble des apprentissages de nos élèves. Pour dire les choses autrement, j'ai fait l'an dernier, j'ai suivi la BPDJ pendant un certain nombre de jours. Et je les ai suivis dans des interventions dans différents établissements, en continu. Et ce que j'ai vu, c'est un prestataire externe qui arrive avec sa valise, son vidéoprojecteur, sa séquence de 45 minutes et qui déroule une séquence devant des élèves. Au mieux en présence du professeur, au mieux avec l'oreille attentive du professeur et au pire sans le professeur ou alors avec un professeur qui fait autre chose. Et vous avez des jeunes qui reçoivent tout d'un coup un flash sur quelque chose, sans connexion avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont appris avant et sans lien avec ce qu'on va en tirer après. Alors là, je me dis, mon Dieu, mais que d'argent déversé pour quelque chose où je pense qu'il y aura très très peu d'acquisition.
très très peu d'acquisition. Donc, alors que les interventions sont riches, alors que les interventions sont très utiles, alors qu'on a vraiment des experts qui apportent un plus. Sauf que ce n'est pas du tout connecté à ce que l'élève peut recevoir à ce moment-là. On peut l'étendre à tous les domaines. Nous souhaitons vraiment que le professeur reste le maître de cette progressivité, reste le maître du sens qu'il donne aux apprentissages. Et que lorsqu'on va chercher le partenaire, c'est que l'on sait que nous avons une ressource à proximité qui peut tout à fait nous apporter un plus à ce que nous transmettons à nos enfants. Mais il est hors de question de faire des flashs comme ça, qui sont un peu récréatifs. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est véritablement de transmettre et de s'assurer que les élèves acquièrent des choses et qu'on puisse le mesurer. Donc, nous devons impérativement travailler sur cette continuité éducative et, tout en connaissant les ressources qui sont dans notre environnement, pouvoir faire appel à eux et les intégrer dans ce processus d'apprentissage. En amont de l'intervention, je vais avoir agi, je vais avoir préparé mes élèves, et en aval, je vais pouvoir exploiter et développer ce que j'ai fait. Ça, c'est fondamental. Donc, tous nos acteurs et nos partenaires ici présents ont déjà travaillé avec nous là-dessus, puisqu'on leur a présenté cette philosophie. Nous sommes en train de changer le schéma. L'idée n'est plus donc d'avoir des prestataires externes, mais bien des gens qui vont travailler à nos côtés pour apporter ce plus qui va apporter quelque chose à nos enfants, qu'ils vont acquérir. D'où ce schéma, et je conclus là-dessus. Très très simple. Les partenaires vont être amenés donc à nous proposer des domaines d'intervention, des types d'actions. Et ce que l'on leur a proposé avec nous, avec vous, c'est d'asseoir toutes ces actions et ces projets sur des éléments du socle commun et des éléments de programme. Donc c'est là où nous allons intervenir à leur côté pour les aider à construire ces logiques, de manière à ce que vous puissiez, vous, vraiment connaître vos partenaires, les ressources, et vous dire « Ah, là, effectivement, c'est intéressant, je pourrais le faire intervenir », et ça rentre complètement dans le socle commun, ça rentre complètement dans les programmes, et je sais comment je vais pouvoir l'exploiter. Premier point. Le deuxième, c'est l'évaluation. Je disais tout à l'heure, il faut absolument qu'on réponde aux besoins de nos élèves. Il ne faut pas que ce soit artificiel. Il faut que ça colle à la réalité de nos enfants. Donc, l'idée de l'évaluation, c'est simple. C'est qu'avant l'intervention d'un partenaire extérieur, on va, sur la base de ce qu'on veut transmettre aux élèves, on va essayer de comprendre quelle est leur perception, quelle est leur connaissance à l'instant T. Et donc, on va leur poser, sous forme d'un questionnaire à choix multiples, pour faire ça de manière assez succincte, 4 ou 5 questions dans lesquelles ils vont répondre. Ce qui va vous permettre de voir l'état de leur connaissance ou de leur perception, ce qui va permettre au partenaire d'avoir la même chose, ce qui va lui permettre d'adapter son intervention. Et au terme de l'intervention, on refait passer cette même évaluation. C'est très bref, c'est une question de quelques minutes. Et vous avez bien vu qu'en correction, entre guillemets, ça va être aussi très rapide, en question à choix multiples. Et là, on va voir le différentiel qu'il y aura entre la perception et la connaissance qu'avaient les élèves avant l'intervention et après. Pour vous, ça vous permet véritablement de mesurer des choses concrètes qui vont pouvoir être évaluées, mesurables et portées au livret de compétences des élèves. Et puis pour le partenaire, c'est aussi gagnant parce que ça lui permet non seulement de mettre dans ses listings j'ai vu 50 classes, 2000 élèves et au-delà du quantitatif, c'est aussi le qualitatif. Qu'est-ce que finalement mes interventions apportent en apprentissage concret aux élèves? Donc je pense que nous avons tout à gagner à rentrer dans cette démarche partenariale par cette porte-là. Et l'objet de ces 3 jours, c'est de construire ce réseau. Et vous verrez au travers des ateliers qui seront mis en place dans les prochaines heures, c'est de commencer à construire cette démarche partenariale avec cette logique d'acquisition concrète centrée sur les besoins des élèves. Voilà. Timing. Merci.